Je vous propose aujourd'hui de remonter le temps. Nous sommes ici autour de l'an 1000, devant l'entrée de l'ancienne cité commerçante de Douai, autrement appelée le Portus. Ici, au sein du parc archéologique Archéos, il vous est possible de déambuler au milieu de reconstitutions grandeur nature, et ce sur plusieurs hectares. Je vous propose aujourd'hui de découvrir tout cela ensemble. Venez, suivez mes pas. Et comme nous sommes dans une cité commerciale, eh bien, je vais acheter mon tissu. Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me donner un bout de cette étoffe de soie? Je voudrais 3 coudées s'il vous plaît. Juste 3. Super. Je vous paierai demain, ça vous dérange pas? Merci monsieur, au revoir. Mais quelles sont les particularités de ce Portus? Les portus sont des ports de commerce qui vont se développer sur les bords de l'eau, donc rivières ou mers, qui seront à l'origine des plus grandes agglomérations du nord-ouest de l'Europe. Donc ils vont se développer entre le 7e et le 11e siècle. Donc dans le cas de Douai, le Portus se développe au début du 10e siècle, donc probablement vers les années 900, et constitue la première agglomération de Douai. Mais je remarque qu'au loin, là, une rivière, il est construit ce Portus au bord de cette rivière. Mais pourquoi? Pour pouvoir pêcher, favoriser l'échange commercial par voie fluviale? Les deux, et même plus. Il va servir notamment donc, à la fois à la pêche, donc pour nourrir la population, mais également permettra aux bateaux d'acheminer les marchandises jusqu'au Portus et favoriser du coup le commerce dans le Douaisis. On sait ce qu'on pêchait à l'époque? Alors, toutes sortes de poissons d'eau douce, et les bateaux nous ramèneront du coup notamment les poissons de la mer qui viendront compléter l'alimentation. Mais là je vois qu'il y a plein de bâtiments autour de moi, des toits de chaume, je vois de la terre. Déjà, comment c'est construit tous ces bâtiments? Avec quels matériaux? Alors on va utiliser des matériaux simples d'utilisation, donc du bois, du torchis, du chaume, donc de la paille, qui sont faciles à trouver et qu'on retrouvera tout autour du Portus. Mais alors, justement, ces constructions, elles ont été réalisées de la même manière qu'autrefois. Et est-ce que c'est vraiment une reconstitution fidèle? Oui, on essaye de représenter de façon la plus fidèle possible. Donc on se base sur les fouilles archéologiques qui ont été menées dans les années 70-80, où on a retrouvé 4 parcelles accolées les unes aux autres de 25 mètres de long sur 4 mètres et demi de large. Ouais. Et on essaie de reproduire avec les mêmes techniques de construction qu'à l'époque. On est à peu près un tiers plus grand que le Portus d'origine, en y ajoutant du coup l'emporium et la halle qui ne figurent pas sur le plan archéologique. Qu'est-ce que c'est qu'un emporium? Un emporium, c'est un site de commerce, un petit peu l'ancêtre du marché, si on veut, dans lequel on va pouvoir accueillir tous les marchands, aussi bien douaisiens qu'extérieurs, qui viendront vendre leurs différents produits. Ah, mais c'est là où j'ai rencontré le drapier, où j'ai acheté mon étoffe? Tout à fait. D'accord. Donc l'emporium, c'est à la fois le site de commerce du Portus et c'est aussi un entrepôt. Donc ici, on va retrouver des marchands qui vont venir vendre des ustensiles en bois, du tissu, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ou aussi des matières premières, comme le cuir, par exemple, pour l'artisan cordonnier. Mais c'est vraiment un lieu de stockage également, au-delà de lieu de vente. Oui, effectivement, pour la nuit, tout est stocké ici, à l'abri, fermé. Donc ce qui explique aussi pourquoi on va l'implanter à côté des quais, pour pouvoir décharger plus facilement les marchandises. Comment ça se fait que ce soit le plus grand des bâtiments? Pour essayer d'accueillir le plus possible de commerçants, donc aussi bien douaisiens qu'extérieurs du coup. Mais je crois qu'en plus, l'été ici, vous organisez des manifestations où toutes sortes d'artisans viennent présenter leur métier, leur savoir-faire, mais comme autrefois, c'est ça? Tout à fait. Donc on va avoir pendant tout l'été différents artisans qui vont se relayer chaque semaine, donc comme des forgerons, des tanneurs, des tisserands, et même plus puisqu'on a aussi les compagnons d'Archéos qui viennent chaque mois, donc un week-end par mois, présenter aussi d'autres artisanats en complément, comme le tissage, comme la forge, comme l'écriture au Moyen-Âge. Et les visiteurs peuvent participer, s'initier également? Alors ils vont beaucoup échanger avec eux et pour certains artisanats, effectivement, ils peuvent s'initier et puis tenter par eux-mêmes l'expérience. Mais de quoi vivaient les commerçants ici autrefois? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement comme activité? Alors pour l'essentiel, ils vont vivre de l'artisanat et du commerce à l'intérieur du Portus. Et d'ailleurs, je vous emmène à l'atelier du tisserand qui tient une place très importante ici à Douai. Parce que c'est vraiment le tissage qui va faire la richesse de la ville de Douai d'ici une petite centaine d'années environ. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, monsieur?
Ouais, je suis en train de séparer la fibre de sa tige. Donc là, c'est une fibre végétale, donc c'est le lin. D'accord. Donc, vous voulez essayer? Ah oui. Qu'est-ce que je dois faire? Vous tenez ici, Ouais. et après vous actionnez le manche. Comme ça. Et je fais avancer mon lin. C'est ça, on va faire en mesure. Mais ça fait quoi en fait? Ça affine? Ça fait quoi? Ça sépare complètement la fibre. Donc comme elle est collée à l'âme du bois, et ben ça permet de la décrocher. Allez-y, mettez votre main là en dessous. Non, non, merci. Et quand est-ce que je sais que c'est bon, c'est fini? Bah, quand on a à peu près tout cassé, vous avez ici, c'est quand même encore assez solide. Et dès qu'on s'est complètement débarrassé de la chevenote qui enveloppe l'ensemble de la tige, et ben on va venir frapper sur les cauchoirs pour pouvoir finir d'enlever toute la paille. Comme Alors, ça? pas comme ça. Vous avez dit qu'il faut frapper. On prend la batte et on vient frapper. Donc voilà, après avoir dégagé complètement la paille, on va passer au peignage sur la planche. Donc on va s'asseoir dessus. Pardon? On va s'asseoir dessus. Comme ceci, regardez, hop. Oula. C'est sportif finalement. C'est parti. Donc on va prendre, on va venir après enlever tous les nœuds. Vous avez vu au début il y avait plein de nœuds. Et là, petit à petit, Ah oui. ça s'affine. Comme des cheveux. Comme des cheveux, voilà. On pourrait faire des perruques. Ou on peut prendre votre barbe. C'est ça. Je vais peigner votre barbe. Je peux essayer? Allez-y. Ah, c'est pire que mes cheveux le matin, dis donc. Bah, je pense que c'est un métier et que je ne suis pas faite pour celui-ci, je pense. Non? Vous riez beaucoup. Et vous avez beaucoup de paille aussi. Et ça, c'est pas grave, ça s'enlève tout seul après. Bon, allez, bossez. Moi, je vais aller voir l'autre atelier, là, juste derrière. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, madame? Je suis en train de faire un galon. Un galon, donc c'est-à-dire à peu près ce que je porte autour de la taille, cette ceinture, ou la vôtre. Et donc, vous tissez avec ce métier. C'est ça. Tisser. On portait ça à quelle époque? Déjà, à partir du Xe siècle, ça commençait déjà. Et il y en avait même avant. Vous faites coulisser cet engin, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ce qu'on appelle une navette. D'accord. Donc, la navette, elle m'aide justement à pouvoir tisser. Donc, au fur et à mesure, vous voyez, je vais monter. Et au fur et à mesure, vous voyez, on monte. Et cela fait un galon. Est-ce que je peux vous aider? Vous m'apprenez? Bien sûr, vous passez le fil au milieu. Dans ce sens-là. Hein. Oui. Ouh là là. Entre deux. Ah oui, il faut bien tirer. Entre deux. Comment ça, entre deux? C'est pas bien? Vous n'avez pas pris les bons fils. Combien de temps on prend pour faire un galon en moyenne? En 3 heures de temps, j'ai fait ceci. Ah oui, d'accord. Non mais moi, c'est en 8 semaines que je fais ça. Là, en face de moi, je vois une habitation, je crois qu'elle est carolingienne, on est au Xe siècle, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on va retrouver deux types de maisons, donc à la fois des maisons d'habitation, mais aussi des ateliers. Il y a quelqu'un? On va les voir. Ah oui. Bonjour madame, on peut rentrer? Oui, bien sûr, bonjour, bienvenue. Merci. Alors Ariane, ici on est dans l'habitation, donc on est sur un bâtiment qui va faire à peu près 7 mètres par 10 mètres. Donc on va retrouver notamment du mobilier, donc des coffres, un lit, et on va retrouver également le foyer, donc probablement la partie la plus importante de la maison, qui va servir à la fois à se chauffer, préparer à manger, et aussi protéger la maison. Donc la fumée que le foyer va produire va servir à assécher et assainir la toiture, notamment en faisant fuir les rongeurs, les oiseaux qui pourraient nicher dedans et du coup faire des trous dans notre toit. Oui, mais ça risque pas de prendre feu, parce que c'est que de la paille, ça s'enflamme facilement, non? Alors c'est pour ça qu'on va toujours le retrouver au centre de la maison, puisque c'est le point où la toiture est la plus haute, donc moins de risque d'incendie. Changement de décor, nous voici à présent au niveau de la motte castrale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la motte castrale, c'est un peu l'ancêtre du château fort, donc qui vont commencer à se bâtir à la fin du Xe siècle et durant tout le XIe siècle. Il faudra attendre vraiment la fin du XIIe siècle par contre pour voir construire ces châteaux en pierre. Donc ici on est littéralement sur un château à motte, donc une tour de bois construite sur une motte de terre qui va servir à la fois de résidence pour le seigneur, de site fortifié pour s'abriter et de symbole de pouvoir aussi, car c'est le bâtiment le plus élevé de la ville. Et là, une fois encore, Julien, c'est une reconstitution tout à fait fidèle. Tout à fait, on se base sur les fouilles de la fonderie toujours, puisque la motte castrale viendra remplacer le portus à la fin du Xe siècle. Donc du coup, on reproduit avec les techniques ancestrales de construction également. Et alors donc, les fameuses armes de siège que je vois un peu plus loin en bas, qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme une catapulte, on dirait. Donc là, c'est un peu effectivement les descendants de la catapulte sur un modèle un petit peu différent, un peu comme une fronde finalement, qui servent à envoyer de très grosses pierres sur des distances très éloignées pour rester hors de portée finalement des défenseurs. Vite, à l'abri. On n'est jamais trop prudent. Bon, et là de l'autre côté,
Je vois qu'il y a un escalier, il se passe plein de choses également à l'intérieur. Tout à fait. Donc là, c'est la résidence seigneuriale où on va retrouver sur les différents étages les parties de la vie du seigneur et de ses gardes. Nous entrons dans le donjon, nous sommes au premier étage. Tout à fait, Ariane. Donc là, ici, on est dans l'Aula, donc c'est la salle seigneuriale. C'est aussi le seul accès à cette tour. Donc le but, c'est que tout visiteur qui viendra dans le château se rende compte tout de suite de la richesse et de la puissance de son seigneur. Donc on va retrouver du mobilier de très bonne facture. Il y a un étage encore supérieur, on y grimpe. Donc, qui occupait cet espace autrefois? Donc là, c'est la salle des gardes. Donc ça va servir à la fois de lieu de résidence. Donc on va retrouver les lits, les coffres pour ranger leur matériel, une table pour eux manger également et de quoi stocker leurs armes, comme l'épée. En garde, la bourse sous la vie. Allez, je vous laisse un peu de répit. Qu'est-ce que sont ces choses? C'est vraiment ce que portaient les gardes autrefois, ça? Tout à fait. Donc ça, ce sont des bandes moltières, ce qui va servir à protéger finalement les tibias et les mollets, donc plutôt contre la saleté. Donc ça évite d'avoir à changer le bray, le pantalon régulièrement. Ce qui me surprend beaucoup, c'est la taille de ces lits. Ils paraissent démesurément petits. On est sur un modèle de taille réelle, mais on dort assez rarement allongé. Au Moyen-Âge, on dort le plus souvent assis. Mais on peut pas dormir assis. Alors pour l'époque, apparemment si. On part du principe que allongé, c'est la position du mort, donc du coup on s'assoit par peur de la mort justement. Je vais plus pouvoir m'endormir tranquillement ce soir, du coup c'est terrible. Là je vois un peu plus loin qu'on a une cotte de mailles, c'est ça. Alors il suffit simplement de tenter de surélever ne serait-ce que la manche et c'est déjà horriblement lourd. Ça pèse combien de kilos à peu près? Donc là on est sur une cotte de mailles qui va faire aux alentours d'une dizaine de kilos. Donc suffisamment épaisse pour pouvoir protéger le défenseur, mais pas trop lourd non plus pour qu'il soit à même de pouvoir combattre avec. Pas trop lourd, vous me dites plus de 10 kilos, le poids du casque, du bouclier, de l'épée, mais finalement c'était impossible de se battre, ou alors ils étaient avec des muscles surdimensionnés, non? Il ne faut pas oublier que ce genre de personnes combattent essentiellement à cheval à partir du Xe siècle, donc c'est surtout le cheval qui porte le plus gros du poids. Alors là, je suis dans le jardin des simples. C'est un jardin médiéval, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est le jardin des simples où on retrouve les plantes médicinales pour les moines. Voilà. Et on peut aussi retrouver le potager, l'ortus ou le verger, où on a à peu près 4 variétés de fruitiers sur place. Mais vous dites les moines, là je vois qu'il y en a un justement derrière nous, c'est parce que c'est eux qui ont pour mission d'entretenir au Moyen-Âge les jardins? C'est eux qui ont la mission de cultiver les plantes pour la médecine et aussi les plantes potagères pour pouvoir se nourrir parce qu'ils reçoivent aussi, donc ils sont obligés de donner bonne pitance à tous les gens qui viennent à l'abbaye. Alors là, nous avons une fontaine à côté de nous. C'est une pièce maîtresse au sein d'un jardin monastique, d'un jardin des simples. Oui, c'est une pièce qui représente les 4 fleuves du paradis. On a à chaque figure les fleuves qui coulent, qui permet d'irriguer aussi les terres et les plantes du jardin. Est-ce que ça a des vertus particulières, une source de jouvence? Regardez, j'ai rajeuni. Certainement, c'est surtout que ça permet aussi d'alimenter en eau le jardin, Mais bien sûr. de venir arroser. Pareil, c'est assez géométrique, on a l'impression que chaque côté se répond, c'est volontaire là encore? Oui, parce qu'on est sur un jardin monastique, donc c'est géré par des règles qui sont assez strictes. Donc c'est soit en carré ou rectangulaire, c'est suivant la période. Voilà, comme vous pouvez remarquer, ici nous avons la rose de Provins. Ah non, je ne reconnais pas du tout. Où est la rose? Elle n'est pas encore poussée. Eh oui, il y a bien les épines du rosier. Et alors, quelle est la particularité de cette rose de Alors, ça Provence? permet de soigner aussi les mal de ventre. D'accord. Voilà. Et on peut aussi l'utiliser en bouquetterie, c'est-à-dire que décorer l'autel aussi de l'église au moment des grands événements. Alors ici on a l'absinthe. Oula, mais c'est très dangereux l'absinthe, non? C'est très dangereux dans l'abus. Voilà, c'est pareil. Beaucoup les plantes, ils ont tous des vocations qui permettent de purger. Après ça, pour devenir fou, il suffit d'en prendre beaucoup. Oui, Donc, d'accord. l'absinthe qui a été C'est pour ça que vous en interdite. cultivez beaucoup ici, on a bien compris. Il me paraissait bien étrange ce moine tout à l'heure, il faut bien l'avouer. Et puis un peu plus loin, cette plante très curieuse, On appelle les purges. les purges. C'est encore pour purger? Voilà, oui, c'est ce qu'on Oui, disait vraiment. tout à l'heure. Il y a beaucoup de plantes qui permettent de soigner les mal de ventre, mais aussi de permettre de pouvoir évacuer quand on a mal, aussi par le vomissement ou par autre orifice. Voilà, donc les purges, ça porte bien son nom. Et elle peut être très très toxique si on en abuse.
Bienvenue dans ma taverne. Merci. Est-ce que je peux manger un morceau? Oui, oui, bien sûr. Il n'est pas trop tard. Je vais vous Tenez. accompagner. Vous allez vous installer à la table là-bas, près du feu. Ah, super. J'ai grand faim et j'ai grand froid surtout. Ouh, je vais pouvoir un peu me réchauffer. Oh mince, la table est prise. Puis-je m'asseoir à vos côtés? Ouais. Installez-vous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux vous servir? Eh ben, vos spécialités. Oui, bien sûr. Je vous prépare ça tout de suite. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est amusant là, ces couverts. On est vraiment dans l'époque médiévale. On mangeait avec une fourchette à deux fourches comme ça. Les couverts sont issus des fouilles archéologiques qui ont été faites sur le territoire et du coup on s'est inspiré justement de ces fouilles pour pouvoir reproduire entre guillemets l'assiette et les couverts qui vous sont proposés ici pour déjeuner à la taverne. Ah, la bonne pitance arrive. Et voilà. Merci beaucoup. C'est une spécialité médiévale, c'est une tourte de canard à la sauge et au safran. Oh bah c'est du costaud cette tourte. Au moins j'aurais pas faim en sortant. Tout au long de l'ouverture de la taverne, on proposera des tranchoirs, mais aussi des pâtisseries, des boissons, afin de pouvoir prendre des collations lorsque les visiteurs viendront à la taverne. Oui, bah ça tient au corps hein, en même temps, c'est fait pour. Faut avoir bon appétit toutefois. Il en reste encore si vous voulez après. Cette tourte, c'est une pâtisserie donc médiévale, salée, mais pâtisserie quand même. Je peux avoir un peu d'eau s'il vous Bien plaît, sûr. j'ai besoin de me désaltérer. Mais attendez, c'est pas du tout la Par contre, c'est pas de l'eau. À la taverne, on a différentes boissons un peu atypiques, différentes. Et là, on vous propose de déguster un élixir. Alors c'est une limonade, c'est sûr, c'est pétillant, c'est sucré. De la fraise et de l'hibiscus, qu'est-ce que c'est? On n'est pas loin, on est sur de la cerise, on est sur une potion relaxante. Donc oui, relaxante. Avec Dis donc, vous avez des arrière-pensées, vous commencez à relaxant. C'est terrible, on s'en passe à une demoiselle. aucune arrière-pensée, mais par contre, je pense qu'un peu de relax, ça peut être bien. Mais dans mon cas, ça va me calmer. Une des pâtisseries qu'on propose, c'est à base de pain et de fruits secs et d'épices. C'est une spécialité médiévale du taillis. Ah, mais dites-moi, c'est un morceau de bravoure pour manger ici. Allez, on goûte. Allez. Ça, j'aime bien. Autant la tourte, c'était un peu... Ça, c'est aussi, mais les petites notes sucrées de raisin. On peut considérer ça comme l'ancêtre du pudding. Mais quand je regarde mon environnement, là, on a une hauteur sous plafond assez impressionnante. 12 mètres de haut, tout en chêne, qui est vraiment conforme aux fouilles archéologiques qui ont été faites et aux vestiges qui ont pu être retrouvés. Je vois qu'il y a toutes sortes de grandes tapisseries. Oui, c'est ça. Ce sont des tapisseries qui sont issues des scènes de vie d'Archéos. Là, on s'est inspiré des tapisseries de Bayeux, notamment. Là, on voit la motte castrale qui est représentée sur cette tapisserie. Et là-bas, on a une tapisserie qui représente le portus. Mais combien de temps avez-vous mis pour réaliser tout cet ensemble dans ce parc Archéos? Et surtout, à partir de quelle idée a jailli ce projet? Disons qu'on s'est appuyé sur les fouilles archéologiques qui ont été réalisées depuis 40-50 ans sur le territoire. Donc construire le Archéos, ça a pris des dizaines d'années. Bien sûr, le musée a été ouvert il y a plus de 10 ans, 11 ans. Et lui, le parc a été ouvert à partir de il y a 7 ans. Donc on a commencé avec le Portus, on a commencé avec quelques bâtiments et progressivement, ce musée est évolutif. On a rajouté à chaque fois des vestiges qui sont venus agrémenter l'offre culturelle proposée par Archéos. Mais attendez, c'est quand même immense, c'est à perte de vue. Combien de mètres carrés représente la superficie? Alors on est sur une superficie de 75 000 mètres carrés répartis en différents espaces, parcs et musées. Et là, au vu de la grande étendue de pelouse qui est devant moi, j'imagine qu'il y a des spectacles qui sont organisés, non? Bien sûr, on a une offre culturelle très dense à travers des spectacles, des animations, des ateliers, des fêtes nationales, donc des événements nationaux, et aussi on a nos propres événements à Archéos, que ce soit le printemps d'Archéos en avril, les médiévales fantastiques aux vacances de Toussaint, ou l'été d'Archéos qui aura lieu, bien sûr, pendant la période estivale. Mais ça consiste en quoi? Tout le monde est en tenue moyenâgeuse et montre son savoir-faire, son savoir-vivre? L'idée de ces événements, c'est de pouvoir proposer une immersion. Donc c'est vraiment l'idée du musée, la genèse du projet, et s'appuyer aussi sur l'artisanat et des compagnies de restitution, de reconstitution. Donc il y aura bien sûr des artisans, des spectacles, des animations, tout ça à travers différentes animations qui sont proposées. En empruntant cette passerelle, je rejoins le musée qui retrace 200 000 ans d'histoire, de la préhistoire au Moyen-Âge, et expose plus de 1500 objets. Alors là, à peine arrivé, regardez, on découvre ces crânes qui datent du Paléolithique. Ce sont les crânes de néandertaliens, les plus anciens restes humains découverts dans le nord de la France. Et ici, nous avons des haches polies qui datent du Néolithique.
Effectivement, le néolithique est une période importante parce que ça marque une rupture par rapport au paléolithique. C'est la sédentarisation de l'homme et le développement de l'agriculture et de l'élevage. Le néolithique signifie l'âge de la pierre nouvelle, et la pierre nouvelle, c'est la pierre polie que nous avons ici. Mais comment faisait-il pour polir comme ça les pierres? En fait, l'homme préhistorique polissait la pierre sur ce polissoir. Donc la pierre est beaucoup plus dure que l'âche taillée à polir. Et donc l'homme préhistorique passait des heures et des heures à polir sur ce polissoir. Voilà. C'est une réplique, ça, j'imagine, du polissoir, non? Non, pas du tout, c'est un original. Ah, ça veut dire que là, je pose mes mains précisément là où un homme préhistorique a posé ses mains pour polir sa hache. Incroyable. Et alors là, on est encore transporté dans une autre période, l'Antiquité. Oui. Nous avons toutes sortes de vases, de pièces de verre. Oui, tout à fait. Donc la verrerie est un artisanat qui a été inventé au Moyen-Orient et qui était pratiqué par les Romains au 1er siècle avant notre ère. Et ils excellaient dans la production de verrerie. Je remarque toutes sortes de très belles mosaïques. Effectivement, donc là on a un hypocauste en fait, le sol des thermes, donc on voit les petites mosaïques et on voit la richesse aussi des habitations de l'époque gallo-romaine. Nous passons maintenant au niveau du haut Moyen-Âge et là nous avons une présentation dans cette vitrine de l'armement des soldats de l'époque, non? Oui, mais pas que. En fait, là, nous sommes à l'époque mérovingienne et il faut savoir que pour cette période, les seuls sites que l'on fouille, enfin la majorité des sites que l'on fouille, ce sont des nécropoles. Donc on retrouve l'armement essentiellement dans les nécropoles, donc dans les tombes masculines. On a retrouvé ces bijoux dans les tombes féminines, donc les colliers en perles de verre ou des fibules en bronze et également les boucles de ceinture ou éventuellement les épingles à cheveux. Et au sein du musée, vous savez de toutes sortes d'outils de médiation au service de l'histoire. Oui Ariane, nous avons des films, des bandes multimédia et également des maquettes où par exemple ici vous avez l'évolution de la résidence du comte de Flandre à Douai du Xe siècle jusqu'à la fin du XIIe. Et ici, au sein du musée, eh bien, toutes sortes d'ateliers sont proposés. Justine, vous êtes à la table où tout se passe. Quels sont les différents types d'ateliers que vous proposez? Alors effectivement, on propose différentes activités, notamment autour des savoir-faire d'antan. Donc on vous propose par exemple de faire de l'enluminure, donc du modelage d'argile, donc réaliser un petit pot en argile avec la technique du colombin, donc la technique préhistorique. On vous propose aussi de réaliser un bouclier médiéval, par exemple. Et puis, voilà, la découverte de différentes sciences annexes. Alors là, j'ai plein d'eau partout autour de moi. À quoi ça sert? Alors là, ce que vous avez entre les mains, ce sont des moulages, donc des fac-similés. Oui, je ne les aurais pas pris à pleine main, sinon je vous rassure. Donc là, effectivement, ces moulages sont utilisés donc dans l'atelier Archéodéfie. Donc là, on se met dans la peau d'un anthropologue et on va par exemple pouvoir déterminer la taille du squelette qui a été retrouvé lors de la fouille. Oui. On va pouvoir aussi observer, grâce à l'os coxal et la grande incisure, déterminer le sexe. Est-ce qu'on a affaire à un homme ou une femme? Et là, on a affaire à un homme ou une femme? Alors là, on est face à un homme. Pourquoi? Parce que vu comme ça, j'ai du mal à concevoir. C'est un homme. Effectivement, vous savez peut-être que le bassin des femmes est plus large que celui des hommes. Et donc, effectivement, la grande incisure, son ouverture, nous permet de déterminer si on est face à un homme ou une femme. Donc là, c'est plus étroit, c'est un homme. C'est plus étroit, c'est un homme. Pareil pour la taille du fémur? Alors, la taille du fémur, là, on va devoir se référer à un tableau. Donc, par exemple, ce fémur mesure 47 cm. Donc, on est sur un individu qui mesurait à peu près 1,73 m. Mais comment fait-on pour dater ces os, justement? Alors justement, pour la datation, on va parler de céramologie. Donc, vous voyez par exemple ici, on a une glaçure, cette espèce de vernis, d'accord, qui est typique du Moyen-Âge. Ici, on est sur une céramique gallo-romaine, parce qu'on est sur une sigillée. C'est une céramique qui était faite à partir d'un moule. On est sur vraiment un décor un peu plus poussé. Vous voyez ici, les décors sont un peu moins travaillés, on va dire. Ouais. On est juste sur des traits. C'est-à-dire, on est dans une période presque préhistorique? Proto-historique. Proto-historique. Et au rez-de-chaussée du musée, vous avez une exposition temporaire en ce moment dédiée à l'habitat rural gallo-romain. Si vous souhaitez, comme moi, visiter le musée, sachez qu'il est ouvert toute l'année, du mardi au dimanche, de 10h à 18h et jusqu'à 19h d'avril à octobre. Attention toutefois, le parc, lui, n'est ouvert qu'en haute saison. Prix de l'entrée, c'est compris entre 6 et 9 €. Il y a toutefois quelques tarifs réduits et c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du musée archeos.fr.